Bonjour à tous, on continue les cancers digestifs, cancer de l'œsophage. Alors, en deux mots, cancer de l'œsophage, c'est une maladie grave, le pronostic n'est pas bon et il y a deux modes de carcinogénèse bien distincts, d'accord, deux façons de cancériser. L'exposition tabac-alcool, donc les irritants, vous cramez la muqueuse, elle n'arrête pas de se défendre, elle essaie de cicatriser, à force de cicatriser, elle dégénère. Hein, et c'est plutôt la partie supérieure, on va dire la moitié supérieure de l'œsophage. D'accord. Et l'autre, c'est le reflux gastrique, hein, ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, une déficience du sphincter inférieur de l'œsophage, il y a du reflux acide et la muqueuse va devoir se défendre. Il va se passer un mécanisme bien particulier, ce qu'on appelle l'endobrachioœsophage. On va voir ça après. La prise en charge est lourde, la chirurgie est largement pratiquée en France, mais c'est vraiment une chirurgie très compliquée. Je vais vous montrer. Elle n'est pas dénuée de ses conséquences fonctionnelles. Il y a des options conservatrices, radiochimiothérapie. En fait, on n'est pas très au clair sur est-ce qu'il faut faire qu'une radiochimio, une radiochimio plus une chirurgie plus une radiochimio. Bref, c'est pas très très clair. Ça dépend beaucoup des équipes. Au niveau épidémiologie, 5000 nouveaux cas par an, donc c'est pas extrêmement fréquent, hein, et 4000 décès. Donc voilà, faites le rapport. Les facteurs de risque, tabac, alcool, on a vu, c'est même des agents causaux. L'irritation thermique, alors pourquoi ça? En fait, les Asiatiques qui boivent souvent du thé brûlant, ils se crament l'œsophage et les Asiatiques, notamment les Japonais, ont une expérience bien particulière des cancers de l'œsophage et de l'estomac, à tel point qu'ils ont même des classifications qui leur sont propres, plus précises. Vous connaissez le caractère obsessionnel japonais, le sens de la perfection. Les radiations ionisantes, donc en gros, c'est les patients traités pour un lymphome de Hodgkin. Les anti-cicatricielles de brûlure caustique, donc en gros les tentatives de suicide en ingérant de l'acide, des caustiques, ou une radiothérapie, hein, on retrouve le mécanisme. Et l'endobrachioœsophage, mécanisme bien particulier sur lequel je vais revenir. Le mégaœsophage, on va revenir un peu, ça rejoint un petit peu ça, c'est l'œsophage qui manque de tonus et il y a un reflux régulier et une irritation. Donc on est toujours sur le mécanisme de première année, l'irritation chronique, la cicatrisation répétée, la mitose, à force de recopier de l'ADN, ça rate, ça tombe sur des mutations qui codent pour des gènes réparant l'ADN, les suppresseurs de tumeurs, les activateurs de la division cellulaire, bref, tous les mécanismes de première année, et ça dérape en cancer. Alors, avec le schéma, donc sur une vue sagittale, plusieurs étages, l'étage cervical, bord inférieur du cricoïde à peu près jusqu'à donc de C6 jusqu'au thorax. Donc, classiquement, on dit que les maladies orales s'arrêtent ici et que là commence le tube digestif, sauf les cancers de l'étage cervical, on les assimile à des cancers ORL. Donc on les prend en charge à peu près comme tels. L'œsophage thoracique, donc depuis l'entrée dans le thorax, jusqu'à la jonction, le cardia. Et on divise en trois sous-étages, le thoracique, le tiers supérieur, le tiers moyen, le tiers inférieur, avec des distances par rapport aux arcades dentaires. Donc ça, en fait, c'est le gastro-entérologue qui, en poussant son gastroscope, va vous dire, bah voilà, j'ai trouvé la tumeur, elle est environ à 30 cm des arcades dentaires. Donc ça permet de faire sa topographie. Le problème, c'est que nous, en radiothérapie, 30 cm des arcades dentaires, ça ne parle pas très bien. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, on a un peu des hauteurs repères, des 4, des 6, des 10, des 12. C'est pas facile forcément d'arriver à situer une tumeur qui est surtout dans la muqueuse. C'est pas forcément évident à voir. Voilà. L'œsophage abdominal, en fait, la jonction œsogastrique, hein, donc en dessous des 12, c'est le cardia. Et là, est-ce que c'est encore un cancer de l'œsophage? Est-ce que c'est déjà un cancer d'estomac? Est-ce que c'est une entité à part? C'est pas si évident que ça. Quand on regarde le comportement, vous allez voir, la jonction œsogastrique, en fait, il y a une ligne qu'on voit en endoscopie, qu'on voit sur une pièce opératoire, je crois que j'en ai mis une, et il y a une classification, qui s'appelle la classification de Sievert, en trois niveaux. Le vrai cardia, c'est au niveau de la ligne Z, donc, et l'œsophage. En fait, quand on regarde au-dessus de la ligne Z, le drainage, il est plutôt médiastinal et cœliaque, et on a plutôt de la métaplasie intestinale, quand on analyse le niveau d'irritation. Et dans les Sievert 2 ou 3, vous voyez, on n'a plus du tout les mêmes proportions de métaplasie de transformation et le drainage ne se fait plus tout à fait de la même manière. Hein, il est plus bas, para-aortique, splénique.
Donc c'est un comportement qui se rapproche plus de l'estomac. D'accord? Voilà une pièce opératoire. Vous avez de l'œsophage d'un côté, donc une muqueuse de revêtement, et de l'estomac de l'autre, donc une muqueuse glandulaire. Vous voyez que franchement, à l'œil, ça n'en ressemble pas du tout. Voilà la ligne Z. La muqueuse de l'œsophage, bah, c'est une paroi, c'est un épithélium en couche, hein, un revêtement de type épidermoïde non kératinisé. Donc vous avez la muqueuse avec un épithélium en surface, le chorion, la musculaire muqueuse, une couche sous-muqueuse à partir de laquelle vous allez commencer à trouver le système de drainage lymphatique, la musculeuse qui va permettre de pousser le bol alimentaire et l'adventice, la couche de revêtement. La carcinogénèse, donc, qui est l'exposition à des irritants exogènes, alcool, caustique, boisson brûlante, on a vu. Irritation chronique, ça se défend, ça dégénère, ça se transforme en cancer épidermoïde. Les sucs gastriques, là on va entrer dans le mécanisme d'endobrachiosophage, c'est du reflux acide, le reflux gastrique, le reflux gastro-œsophagien, appelez-le comme vous voulez, très fréquent. Et là, la muqueuse de l'œsophage, qui est encore une fois un épithélium de revêtement, va chercher à se transformer en muqueuse glandulaire pour résister à l'acidité de l'estomac. D'accord? L'estomac, c'est la seule muqueuse capable de résister à sa propre acidité. Donc en fait, on va avoir un mécanisme de métaplasie, de transformation de l'un en l'autre. C'est un peu le même mécanisme pour les cancers du col utérin. Pour résister à l'acidité vaginale, vous avez une zone de transformation entre l'épithélium glandulaire du corps de l'utérus à l'épithélium de revêtement du vagin. Et dans cette zone de revêtement, elle est beaucoup plus sensible à l'HPV et c'est là que va y avoir le cancer, la dégénérescence sans cancer. D'accord? Donc ce mécanisme, quand il y a une transformation en muqueuse glandulaire, donc ça on le voit en endoscopie, ça s'appelle l'endobrachiosophage. Si vous le placez au Scrabble, vous faites carton plein. Et quand l'endobrachiosophage dégénère parce qu'à force de se défendre, il fait des erreurs d'orthocopie, etc., erreurs d'orthocopie de l'ADN, vous connaissez le cours, ça devient un adénocarcinome. Donc vous voyez, en fonction du mécanisme, on n'a pas le même type de cancer. Donc ça, en fait, je crois que je l'ai mis après, on va y revenir. Le signe d'appel, le syndrome tumoral, c'est plutôt un syndrome obstructif haut, donc une dysphagie, une difficulté à déglutir. Donc dysphagie peut dire douleur. Une douleur, c'est une odynophagie. Une dysphagie, c'est une difficulté à déglutir, progressive, capricieuse, ça passe pas, mais ça devient, c'est de pire en pire. Organique, c'est-à-dire d'abord au solide, puis au liquide. C'est pas l'inverse. Ça, l'inverse, c'est plutôt des pathologies fonctionnelles. Des douleurs, des fausses routes, et puis après le syndrome d'obstacle, on commence à saliver parce que ça ne veut pas descendre, un hoquet, des éructations, bref, signe d'obstacle. Et puis si jamais il y a des envahissements de contiguïté, là c'est pas bon, quand le patient commence à tousser, c'est-à-dire qu'il a fistulisé, et là c'est vraiment mal barré. La dysphonie, c'est la compression en général des nerfs récurrentiels qui descendent jusqu'au médiastin avant de remonter aux cordes vocales. Et quand elles sont comprimées, on va dire il y a une dysphonie, une voix double, une hémorragie. Donc, signe clinique, l'altération de l'état général, la perte de poids, l'asthénie, des adénopathies satellites, notamment susclaviculaires, ce qu'on appelle à gauche le ganglion de Troisier. Je sais plus, je l'ai pas mis, bizarrement. Troisier, ça s'écrit comme ça. Le syndrome tumoral, bon, l'hépatomégalie métastatique, en fait, on n'a pas grand-chose directement pour l'œsophage en dehors de l'interrogatoire. L'imagerie, l'examen de référence à fibroscopie œsogastrique, donc on va descendre aller voir ce qui se passe. Préciser le niveau tumoral par rapport aux arcades dentaires, préciser le degré d'obstruction, complet, incomplet, et réaliser les biopsies qui vont répondre du carcinome épidermoïde dans 60 à 90% des cas versus un adénocarcinome 10 à 30% des cas. Plutôt moitié sup, plutôt moitié inf. Mais ça peut être parfois dans certaines séries exactement l'inverse, notamment chez les Américains qui sont obèses, ils font du surpoids, il y a donc une déficience du sphincter inférieur, du reflux acide, et dans certaines séries vous tombez 75% d'adénocarcinome. Donc ça, cette proportion est en train de s'effondrer depuis l'avènement des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc en gros, qui casse la sécrétion acide, c'est le traitement du reflux, hein. On traite la cause, on empêche l'estomac de sécréter trop d'acidité. Et donc on n'a pas l'endobrachiosophage, donc on n'a pas la dégénérescence en adénocarcinome. L'écho-endoscopie va nous préciser l'atteinte en profondeur. C'est comme pour les cancers du côlon, c'est l'atteinte en profondeur dans la paroi qui définit le degré d'envahissement, le stade TNM, la probabilité d'atteinte métastatique. C'est pas l'atteinte en hauteur, c'est bien en profondeur. D'accord?
On va rechercher des adénopathies locaux-régionales. Le transit oso-gastro-duodénal, on s'en sert de moins en moins, c'est surtout quand on suspecte une fistule. Ça va peut-être amené à en faire. TDMTAP ou le TEP, la TEP, ça c'est super intéressant parce que ça nous permet de visualiser, notamment pour la radiothérapie, le niveau tumoral. Donc voilà ce qu'on voit en endoscopie. On est en train de descendre et voilà une ulcération cancéreuse. Un transit, vous avez l'image qu'on appelle classique en trognon de pomme. Donc le patient avale du produit de contraste et vous voyez cette réduction. Donc, si vous regardez ça avec un peu d'imagination, vous allez voir un trognon de pomme. D'accord? Avec là c'était en train d'avaler, en train de passer, donc c'était un cliché dynamique. C'était en train de diffuser, il n'y a rien de spécialiste. Voilà, en écho-endoscopie, donc il faut un peu d'entraînement, mais quand vous faites la superposition, l'endoscopiste va pouvoir vous donner le degré d'envahissement dans la profondeur. D'accord? Le TEP scanner va nous montrer de manière plus fiable, donc surtout sur des reconstructions sagittales, la hauteur tumorale. Donc ça, pour cibler la radiothérapie, c'est quand même bien pratique. Des ganglions satellites. La classification, bon, il y a des degrés muqueux ou sous-muqueux, ça peut être intéressant pour des traitements endoscopiques. Donc encore une fois, la TNM est un outil un outil de degré de masse tumorale et ça nous permet d'affiner les choix thérapeutiques. Ça ne traduit pas forcément l'agressivité biologique. Hein. Donc retenez surtout, donc pas toutes les subdivisions, mais que c'est l'atteinte en profondeur hein, et pas dans le sens de la longueur, mais bien dans la profondeur de la muqueuse qui va définir la TNM. Hein. Vous voyez la stadification, la paroi, la lumière d'un côté, là les autres organes de l'autre, et selon comment on va en profondeur, hein, c'est le stade T. C'est pas l'extension dans ce sens-là. Ce que je dessine là, vous voyez, c'est un T1. Je peux me faire jusque-là, ça reste un T1. D'accord? Ce petit truc-là, si ça va jusque-là, c'est un T3. Ok? Les niveaux N, bon, plus il y a de ganglions atteints, plus c'est mal barré. Alors, la classification. La classification asiatique, notamment japonaise, hein, ils ont une expertise spécifique, vraiment un gros entraînement. Pour dire simplement, ils sont plus forts que nous, mais il ne faut pas le dire trop fort, ça choque le chauvinisme. Les ganglions, alors attention, une particularité, ils peuvent être considérés comme adénopathie ou comme métastase. Pourquoi? Eh ben, ça va dépendre de leur distance par rapport au foyer primitif. Si c'est la zone de drainage normale de l'organe, c'est des adénopathies régionales, donc ce sont des adénopathies. S'ils sont vraiment très à distance, comme le ganglion de Troisier, à ce moment-là, on considère que c'est une métastase. Ils sont trop loin, la maladie est déjà métastatique. D'accord? L'exemple type, donc le même zone de drainage ganglionnaire, le ganglion cœliaque. Si c'est de l'œsophage thoracique inférieur, on est dans du drainage régional, donc c'est une adénopathie. Mais si c'est l'œsophage thoracique supérieur, on est beaucoup trop loin, ça devient une métastase. D'accord? Principe de traitement. Une maladie localisée, notamment muqueuse, sous-muqueuse, donc d'où l'intérêt d'arriver à le définir avec l'écho-endoscopie. On peut faire un traitement purement muqueux, une mucosectomie endoscopique. Donc j'ai mis deux techniques. On soulève et on va disséquer après, ou on aspire. Voilà. Les gastroentérologues qui font ça. Une maladie localement avancée, alors on peut aller vers une radiochimio exclusive, soit une radiochimio néoadjuvante puis une chirurgie, soit une chirurgie plus ou moins un traitement adjuvant. Je crois que tout le monde se débat, ça dépend de l'expérience des équipes et des habitudes. Un seul impératif, la chirurgie pour qu'elle ait un sens, il faut absolument réussir à ce qu'elle soit R0, radicale, tout enlever et ne rien laisser. Si jamais elle est R1, le taux de contrôle et de survie s'effondre. Donc il faut des équipes ultra entraînées. Résection R1, vous passez, si vous êtes R0, 20-40% de survie à 5 ans, 20, oui, à 5 ans, à 5% si on est R1. Il faut prendre en compte que la mortalité périopératoire est significative. Vous avez, selon les équipes, donc des équipes peuvent entraîner 10%, un patient sur 10 qui meurt des complications de sa chirurgie. Des équipes entraînées, on est à 5%. C'est quand même énorme. Et puis, il faut prendre en compte toutes les morbidités, c'est-à-dire toutes les complications et les séquelles de la chirurgie. Alors, je vous ai fait des petits dessins. Ça, je suis très fier, c'est moi qui les ai faits. Voilà un estomac en place. Et la chirurgie de référence, c'est celle qu'on appelle de Lewis-Santi. Donc, si vous voulez l'écrire, c'est une œsogastrectomie polaire supérieure avec une ostomose œsogastrique, désolé la faute de frappe, par ascension de l'estomac. C'est-à-dire, hop, on coupe, hein, la tumeur est là, on coupe, et on monte l'estomac jusqu'ici. Donc après,
autant vous dire que c'est compliqué de digérer, hein. Il n'y a plus de réservoir gastrique qui est devenu un oesophage en fait. La maladie métastatique, chimiothérapie palliative, des soins de support. Alors encore une fois, le soin de support, c'est à toutes les phases de la prise en charge, hein. Mais notamment quelques particularités, la prothèse œsophagienne, voire de la radiothérapie pour essayer de contrôler le syndrome d'obstacle qu'on a généralement en phase métastatique. D'accord? Si ça saigne, s'il y a des douleurs, si le patient n'arrive pas à avaler pour qu'il puisse manger. La surveillance, examen clinique tous les 3 mois, examen clinique, paraclinique sur les symptômes, on fait quand même volontiers un scanner TAP. Voilà. Et oui, c'est pas mal aussi de penser à sevrer le patient tabac-alcool. Alors, c'est bien de le dire, c'est autre chose de le faire faire. L'un comme l'autre, c'est vraiment pas facile. Le pronostic, il est pas bon. Seulement un tiers des patients sont opérables, donc 2 tiers des patients sont inopérables au moment de la prise en charge. Soit inopérables parce que la maladie est inextirpable, soit parce que l'état général du patient n'est pas compatible avec une chirurgie aussi lourde. La survie tout stade confondu, elle est inférieure à 10% à 5 ans. Et il faut prendre en compte aussi qu'au traitement d'emblée radiochimiothérapie, il y a 15 à 25%, donc pratiquement jusqu'à un patient sur 4, qui ne répond pas au traitement. En 2 mots, c'est une maladie grave, le pronostic est réservé. Le mécanisme de carcinogénèse est quand même bien documenté. Et les possibilités c'est une maladie qui peut être chirurgicale, qui peut être non chirurgicale, mais par contre, s'il y a chirurgie, il faut vraiment que ce soit fait par des équipes très entraînées, en gros des équipes universitaires la plupart du temps. Ça peut être des équipes du privé, hein, j'ai absolument rien contre le privé, mais en tout cas, faut avoir de l'entraînement, faut la faire régulièrement. Alors comme c'est pas une maladie fréquente, voilà.